Ceci est un épisode un peu particulier. Pour vous expliquer comment il est né, en rédigeant l'épisode précédent, Minocratie et demande déraisonnable, je me suis rendu compte qu'avec les règles de la minocratie, telles que je les ai présentées dans le texte initial, il restait malgré tout possible de faire passer une loi restrictive que j'estime personnellement injuste et qui n'est, à mon sens, pas vectrice d'égalité réelle, malgré les apparences. Mais pire encore, il m'apparaît, plus j'y réfléchis, qu'avec seulement les 4 règles de la minocratie que j'ai imaginées à l'origine, une fois cette loi passée, il devenait quasiment impossible de revenir en arrière et donc de corriger ce problème. En d'autres termes, les 4 règles de la minocratie, à savoir que 1. Toute personne qui subit une inégalité avérée d'accès à la satisfaction d'un désir exprimé, concret et quantifiable, puisse exiger qu'une réforme soit adoptée et appliquée par la société, que 2. Cette personne soit la seule à pouvoir décider du contenu de cette réforme et que 3. Cette réforme, pour être adoptée et appliquée, ne doit en aucun cas comporter de clauses pouvant empêcher qui que ce soit, même temporairement, d'exiger des réformes de l'exacte même manière ou 4. Pouvant avoir des conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes futures, par d'autres personnes que celle qui a exigé cette réforme, sont en fait insuffisantes pour créer l'égalité réelle recherchée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce nouvel épisode qui, plus qu'un épisode de réponse aux questions que l'on me pose à propos de la minocratie, est en fait un véritable nouveau chapitre de l'essai en tant que tel. Dans une édition finalisée et revisitée de celui-ci, ce chapitre serait inséré entre le 8e et le 9e chapitre du texte, c'est-à-dire entre « Je suis rancunière » et « Je parle trop ». Pour ne pas avoir à tout republier et renommer, je vais cependant l'appeler ici chapitre 11. De toute manière, comme vous allez le constater en écoutant sa lecture, ce contenu supplémentaire, cette nouvelle règle fondamentale que j'ajoute à la minocratie, ne change en rien le fond de ce que je dis dans tous les épisodes et chapitres déjà publiés à ce jour. Il s'agit simplement de combler un manque qui, jusqu'alors, n'était pas apparu dans mes réflexions. Car oui, encore une fois, je n'ai pas la prétention de croire que le texte que j'ai écrit est sans faille ou que mon projet ne peut pas encore être amélioré. Cet épisode-ci étant justement la preuve formelle qu'il faudra sans doute continuer de l'affiner au fur et à mesure et que vos commentaires sont essentiels pour faire avancer cette réflexion. Encore merci à celles et ceux qui se prêtent au jeu. Je vous invite à ne surtout pas hésiter à en faire à votre tour. Chapitre 11. Je suis jalouse. Je l'ai dit, aussi douloureux que cela puisse être parfois, je suis prête à subir toutes sortes de revers et à perdre toutes sortes de privilèges, tant que cela contribue à me garantir, au bout du chemin, une égalité d'accès à la satisfaction de mes désirs. Et, dans la mesure où il existe une règle qui me garantit que ces revers et pertes sont totalement et immédiatement réversibles en cas d'erreur, je n'ai pas réellement à craindre ce phénomène et ses conséquences. Encore une fois, il s'agit pour moi de la seule manière d'avoir l'assurance que, quoi qu'il advienne, la société me traite comme elle traiterait la personne la plus choyée en son sein. Mais je me rends compte que, si tout cela donne effectivement la garantie d'être aussi bien traité que tous les autres individus par la société, cela ne me garantit pas d'être bien traité tout court, voire d'être traité de la meilleure manière que la société pourrait traiter tout le monde, de manière parfaitement égale. La garantie d'être aussi bien traité que les autres, si tous les autres sont affamés, c'est la garantie d'être affamé moi-même, et ce, même s'il existe tout de même assez de nourriture pour subvenir à mes besoins ou à ceux d'une partie de la population. Or, une telle situation me paraît fondamentalement injuste. Elle est certes égalitaire, mais elle est inutilement cruelle. S'il existe une petite quantité de ressources disponibles, pas assez pour en distribuer à tout le monde équitablement, mais assez pour que certaines personnes puissent tout de même en profiter. Il me semble personnellement plus juste d'essayer de choisir les personnes qui recevront cette ressource de la manière la plus équitable possible, par exemple en organisant un tirage au sort, ce qui impliquerait que tout un chacun a l'exacte même chance que les autres de recevoir cette ressource, plutôt que de décider, au nom de l'égalité, que si au moins un individu qui la désire ne peut pas recevoir cette ressource, alors il faut que personne ne la reçoive tout court. Or,
Le problème est que, s'il s'avère que je fais partie des personnes qui, faute de ressources disponibles, n'auront pas accès à la satisfaction d'un de leurs désirs, et que la société est effectivement organisée pour que les personnes qui subissent une inégalité avérée d'accès à la satisfaction d'un de leurs désirs aient le pouvoir d'imposer à la société une réforme dont elles décident seules du contenu, à condition que celui-ci n'ait pas de clause qui empêcherait qui que ce soit à l'avenir, même temporairement, d'exiger des réformes de l'exacte même manière, ou de clauses qui imposent des conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes. Qu'est-ce qui m'empêcherait, par pur dépit, de réclamer une loi qui interdirait à tout le monde d'accéder à la satisfaction de ce désir? Les effets d'une telle loi sont, a priori, et sauf cas très particuliers, totalement réversibles par une loi future. Il suffit effectivement de lever l'interdiction pour revenir en arrière. De la même manière, cela n'empêcherait en rien d'autres personnes d'exiger des réformes face à d'autres inégalités. Enfin, cela permettrait même d'instaurer une égalité parfaite au sujet de ce désir en particulier, puisque l'interdiction d'y accéder serait exactement la même pour tout le monde. Et pourtant, je vois immédiatement en quoi une telle décision serait dommageable pour moi-même sur le long terme. En premier lieu, si toutes les inégalités étaient gérées de la sorte, très vite, la société ne distribuerait plus la moindre ressource à personne et, au lieu de garantir le meilleur niveau de vie possible à tout à chacun, elle œuvrerait en fait activement à maintenir ses membres dans la pire des positions possibles. En second lieu, je me condamnerais moi-même à ne plus pouvoir accéder à ce désir à l'avenir, si les circonstances venaient à changer, alors même que c'est un désir auquel j'ai envie d'accéder à l'origine. Et ce, surtout, précisément parce qu'une égalité parfaite aurait déjà été atteinte à ce sujet. Si le seul moyen de réclamer de nouvelles réformes est de soi-même subir une inégalité avérée d'accès à un désir, alors dans cette situation d'égalité parfaite, personne ne pourrait plus réclamer de réforme pour changer cette loi dommageable, ni moi ni personne d'autre. Et donc, la situation serait en quelque sorte gelée, paralysée, et ce dans la plus mauvaise des positions possibles, celle où tout le monde en pâtit. Or, de mon côté, si je réclame qu'une égalité parfaite soit mise en place, ce n'est pas par désir d'être traité de manière équitable, mais simplement parce qu'il s'agit de la seule garantie possible pour avoir toujours accès, quoi qu'il advienne, à la satisfaction du maximum de désirs possibles. L'égalité n'est qu'un moyen de parvenir à cette fin, et il est donc important qu'il n'existe pas, dans une société idéale, la possibilité de retourner ce moyen contre cet objectif initial. Par conséquent, une autre règle, une cinquième, me semble nécessaire pour empêcher un tel phénomène d'arriver, une règle qui empêche d'interdire, totalement ou partiellement, l'accès de tous les individus à un ou plusieurs désirs donnés. Face à une telle règle, si je subis une inégalité avérée d'accès à la satisfaction d'un de mes désirs, je n'ai plus la possibilité de réclamer que tout le monde partage ma souffrance à ce sujet-là, je n'ai plus la possibilité de bloquer les réformes futures en tirant tout le monde vers le bas, et je me retrouve donc forcé de trouver d'autres manières de réduire cette inégalité, a priori plus vertueuses pour tout le monde. Certes, cela veut aussi dire que, dans certains cas, je serai dans l'incapacité d'obtenir une égalité d'accès à la satisfaction d'un désir, que l'égalité entre moi et les autres membres de la société ne serait pas parfaite à ce sujet-là. Mais ce phénomène ne peut se produire que dans le cas où la société ne dispose pas d'assez de ressources pour créer une égalité parfaite de toute manière. Et dans un tel cas, je préfère me laisser l'opportunité ouverte de pouvoir mieux satisfaire mon désir à l'avenir si la situation change, que de faire un choix qui condamne cette possibilité à tout jamais. Cela dit, je sais aussi qu'interdire ou limiter l'accès de tous les individus à la satisfaction de certains désirs peut être nécessaire pour créer une société plus égalitaire par ailleurs. Certaines pratiques ont des externalités négatives, créent ou renforcent d'autres inégalités. Une règle qui m'empêcherait d'interdire ou de limiter l'accès de tous les individus à la satisfaction d'un désir en particulier, sans autre précision, serait donc problématique, en ce qu'elle m'empêcherait de réclamer des réformes nécessaires à la résolution de ces inégalités-là. C'est la raison pour laquelle je conclus que, pour créer une société parfaitement égalitaire, et dans laquelle cette égalité serait la meilleure possible, et non la plus dommageable pour les individus qui composent la société, il est nécessaire de respecter une cinquième règle, celle de rejeter d'office et en bloc toute réforme qui aurait pour conséquence d'interdire ou de limiter l'accès de tous les individus qui composent la société à la satisfaction d'un désir spécifique,
tant que la satisfaction de celui-ci n'a pas pour externalité de créer d'autres inégalités par ailleurs. Voilà, ce nouveau chapitre s'achève ici. Vous pouvez considérer, pour tous les chapitres et épisodes de Minocratie que j'ai publiés jusqu'à présent et qui font la liste des règles de la Minocratie, que j'ajoute à cette liste cette nouvelle règle fondamentale. Encore une fois, pour des raisons pratiques, je ne vais pas les reposter, mais je vous fais confiance pour comprendre la petite modification de forme que cela implique. A priori, l'ajout de cette règle ne change en rien le fond de tout ce que j'ai dit par ailleurs. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cela, je vous invite à en faire part dans les commentaires afin de continuer de m'aider à améliorer ce projet et cette réflexion autour de la minocratie.